Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Nous sommes dans le pays de Caux, en Normandie. Elisabeth Griffin, une étudiante de 23 ans, passe quelques jours de vacances en famille. La jeune femme rêve de devenir chimiste et elle est en pleine période d'examen. Elle tente donc d'évacuer son stress. Lundi 23 juin 1997, Elisabeth quitte le domicile familial pour regagner Rouen, là où elle poursuit ses études. Et c'est alors qu'elle se volatilise. Une disparition inexplicable. Se serait-elle suicidée comme sa mère 14 ans plus tôt? D'autres questions se posent aussi. Pourquoi le père de la disparue a-t-il attendu une semaine avant d'aller voir les gendarmes? Pourquoi le petit ami d'Elisabeth se montre-t-il si désinvolte? Les enquêteurs sont confrontés à une énigme criminelle avec, vous allez le découvrir finalement, un coupable au-dessus de tout soupçon. Voici l'affaire Jean-Yves Morel de Raphaël Rouillet et Mathurin Ray. Une étudiante de 23 ans se volatilise du jour au lendemain. Elle rentrait chez son père de temps en temps, puis elle retournait vivre chez elle. C'était pas normal qu'elle disparaisse comme ça. Personne ne comprend ce qui a pu se passer. Il est clair qu'elle n'a pas disparu volontairement. Il est à peu près aussi clair qu'elle ne s'est pas suicidée. Curieusement, son petit copain ne prend pas de ses nouvelles. Il n'a pas l'air très concerné par la disparition de sa petite amie ou de son ex-petite amie, on ne sait pas trop comment dire. Il est parti sans s'occuper d'elle, quoi. C'est vrai que c'est un comportement quand même qui peut choquer. Arrête, ok? Pourquoi un laborantin au-dessus de tout soupçon apparaît-il dans l'agenda de la disparue? Comme disent les Anglais, c'est the boy next door, quoi. C'est vraiment le gendre idéal, le voisin idéal, l'ami idéal. Quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Puis en fait, très vite, il vient à raconter qu'il y a eu cette pulsion sexuelle. Il lui a fracassé la tête contre une poutre du salon. Il y a ce corps de cette jeune femme, et cette jeune femme est morte. Nous sommes à la fin du mois de juin, dans un petit pavillon en Normandie. À l'intérieur de cette maison, un drame vient de se produire. Une jeune femme a été violemment frappée à la tête et sauvagement violée. L'agresseur veut se débarrasser au plus vite du corps de sa victime. Il s'agit d'une gelée brune, une étudiante de 23 ans. L'homme transporte le corps inerte de sa victime pour l'enterrer au fond de son jardin. L'étudiante en question, c'est elle. Elle s'appelle Elisabeth Griffin et elle a 23 ans. Nous sommes le dimanche 22 juin 1997. L'ambiance est joyeuse, détendue. Elisabeth Griffin passe un week-end en famille chez son père. Ce jour-là, toute la famille est réunie pour partager le repas dominical. Il y a là le père, John Griffin, la sœur cadette, Géraldine, et le petit dernier, Laurent. Pendant le week-end, ils vont se retrouver ainsi en famille autour de la table familiale pour partager un repas. Elle a passé le week-end au domicile de ses parents parce qu'elle faisait un break par rapport aux études et elle attendait des résultats importants. Elisabeth Griffin est en 4e année de chimie à l'université de Rouen. Elle vient tout juste de terminer ses examens la semaine précédente. Elle profite donc de ce week-end en famille pour se détendre. Ton examen en fac. Merci, papa. Allez, à la tienne, Elisabeth. Oh, viens, mon loulou. Voilà, comme c'est gentil, regarde. J'ai une belle famille, je suis heureux. Les filles, mon fils. Le lendemain matin,
Elisabeth Griffin quitte la maison familiale pour regagner son studio d'étudiante à Rouen. Un dernier regard pour son père. Il ne le sait pas encore, mais c'est le dernier souvenir qu'il conservera de sa fille. Dans les jours qui suivent, Elisabeth Griffin est injoignable, introuvable. La jeune femme s'est volatilisée. Stéphanie est une amie d'Elisabeth Griffin. La disparition de sa copine, elle s'en souvient très bien. C'était pas normal qu'elle disparaisse comme ça aussi longtemps. Elle ne donne plus signe de vie, personne n'a de ses nouvelles, personne ne l'a vue à partir du 24 juin au matin. Elle avait rendez-vous avec une amie pour aller voir les résultats de l'examen, et là, elle n'y va pas. Nous sommes le 24 juin 1997 à l'université de Rouen. Comme tous les étudiants, Elisabeth doit venir découvrir ses résultats d'examen. Elle a donné rendez-vous à ses meilleurs amis, qui l'attendra toute la journée. Elisabeth ne viendra jamais. C'est elle qui, au cours de la journée, dès le lundi et le mardi, essaye de la contacter et elle n'a pas de réponse. Et qui, bien sûr, reprend attache avec la famille d'Elisabeth et qui, donc, inquiète fortement M. Griffin. Pour John Griffin, le père d'Elisabeth, cette disparition est incompréhensible. Où est passée sa fille? Et que lui est-il arrivé? Sa famille se dit, il y a un gros problème, Elisabeth a disparu, elle ne donne plus de nouvelles, il faut que l'on signale sa disparition à la gendarmerie. John Griffin se rend donc à la gendarmerie pour signaler la disparition de sa fille. Monsieur Griffin? Oui, je vous en prie. Face aux gendarmes, John Griffin explique qu'Elisabeth, sa fille, n'a plus donné signe de vie depuis une semaine. Elle n'est pas à son domicile dans cet appartement du centre-ville de Rouen. Quant à sa voiture, elle a aussi disparu. Une situation inquiétante pour John Griffin qui, selon lui, colle mal avec la personnalité de sa fille. Une jeune femme à la vie rangée, pas une ombre au tableau. C'est une étudiante sérieuse, travailleuse. Elle suit un cursus de chimie à l'université de Rouen. Mais les gendarmes ont l'impression que John Griffin ne leur dit pas tout. L'interrogatoire se poursuit et le père d'Elisabeth finit par leur révéler un lourd secret de famille. Derrière ces sourires se cache en réalité un drame qui a bouleversé toute la famille quelques années auparavant. Elisabeth a vécu dans son enfance un douloureux événement, une expérience traumatisante dont la jeune femme ne s'est jamais remise. Souci entre les parents, peut-être, avec votre femme, vous-même? Écoutez, ma femme est décédée il y a 14 ans, elle s'est suicidée. Je sais qu'elle avait perdu sa maman qui s'était suicidée quelques années auparavant. Il y a 14 ans, la mère d'Elisabeth s'est suicidée. Elle s'est jetée d'une falaise à Étretat, en Normandie. À l'époque, Elisabeth Griffin n'a que 9 ans. Perdre sa mère dans les conditions où Elisabeth a perdu sa mère, c'est évidemment quelque chose qui a pu marquer. Et si la jeune femme avait décidé de faire comme sa mère, de mettre fin à ses jours? Les gendarmes s'interrogent. D'autant plus qu'Elisabeth est portée disparue depuis le 24 juin 1997. Une date qui correspond jour pour jour avec le suicide de sa mère 14 ans plus tôt. Pour les gendarmes, la concomitance des dates est troublante. Est-ce qu'elle n'aurait pas été en état de déprime à ce moment-là et qu'elle aurait pu faire une bêtise? Les falaises d'Étretat sont situées à une centaine de kilomètres de Rouen. À peine 2 heures de route séparent les deux villes. La jeune femme a pu s'y rendre en voiture facilement. Un élément qui renforce encore la conviction des enquêteurs, car la voiture d'Elisabeth a aussi disparu. Mais à Étretat, les gendarmes ne trouvent aucune trace de la jeune femme. Dans les jours qui suivent sa disparition, personne ne l'a vue et personne n'a vu sa voiture. Les enquêteurs déploient alors un impressionnant dispositif de recherche sur l'ensemble du département de Seine-Maritime, entre Rouen et Étretat, pour retrouver Elisabeth. L'objectif, c'est de retrouver le corps très rapidement. Plusieurs patrouilles de militaires sillonnent les moindres recoins de la région. On fouille partout, sur la côte, dans les bois, en bordure des routes. Les enquêteurs lancent même un avis de recherche dans tous les commissariats de France. Malgré le déploiement important des enquêteurs, on commence un petit peu à désespérer
faut dire ce qui est, parce qu'on sait que les traces et indices s'amenuisent au fur et à mesure des jours. Cela fait maintenant 2 semaines qu'Elisabeth Griffin, la jeune étudiante rouennaise, a disparu mystérieusement. La jeune femme est partie avec sa voiture. Pour les gendarmes, il y a de fortes chances qu'Elisabeth se soit suicidée comme sa mère, 14 ans plus tôt. Des patrouilles de gendarmes sillonnent la région à sa recherche, sans succès. 3 juillet 1997, les gendarmes font une découverte qui réoriente l'enquête. Ils retrouvent la voiture d'Elisabeth entre Rouen et Étretat, à 50 km de chez elle. Dans une ville qui s'appelle Lillebonne, une commune dans laquelle la jeune femme n'a aucune attache. La voiture est garée dans une cité HLM sensible. Alors son véhicule va être retrouvé bien loin de chez elle, à Lillebonne, stationné, comme si quelqu'un l'avait rangé pour pas qu'on le remarque particulièrement. Le mystère de la disparition d'Elisabeth va s'épaissir encore lorsque les gendarmes réalisent les premières constatations. Première surprise, pas besoin de clé pour ouvrir la voiture. Le véhicule est ouvert. Deuxième élément singulier. Chef, il y a un sac de femme devant. Sur le siège passager avant, il y a encore le sac à main de la jeune étudiante. Ses affaires personnelles, sac à main, et avec tout ce qui la concerne, papier d'identité, etc., posés sur le siège. Ultime source d'étonnement, les clés sont sur le contact. La découverte de ce véhicule était quelque chose de totalement inquiétant, où on pouvait avoir des pistes criminelles. Pourquoi la voiture d'Elisabeth se trouve-t-elle à cet endroit aussi singulier? Un endroit où la jeune femme ne connaît personne. Pour les gendarmes, un nouveau scénario se dessine. Et si la jeune femme avait été kidnappée? Et si elle avait été agressée sur le trajet? On ne peut pas imaginer qu'Elisabeth ait pu laisser ainsi son véhicule dans une cité un petit peu sensible de Lillebonne, comme ça, ouvert, sans qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Personne ne comprend ce qui a pu se passer. Il est clair qu'elle n'a pas disparu volontairement. Il est à peu près aussi clair qu'elle ne s'est pas suicidée. Donc, à ce moment-là, ça devient enlèvement-séquestration. Une voiture laissée à l'abandon que n'importe qui peut voler facilement, avec les clés sur le contact et les papiers d'identité à l'intérieur. Cette découverte singulière amène les gendarmes sur une piste criminelle. La thèse du suicide est définitivement écartée. Les enquêteurs sont maintenant persuadés que la jeune femme a été enlevée. On procède donc à une fouille complète du véhicule, convaincu que c'est dans cette voiture que l'on va trouver un indice qui va faire basculer l'enquête. Et là, effectivement, dans le portefeuille de la jeune femme, les gendarmes trouvent un petit mot énigmatique. Il y a un morceau de papier qui indique Fred, le 24 à 10h. Évidemment, le 24, c'était le jour de la disparition d'Elisabeth Griffin. Qui est Fred? On extrapole et on pense que ça peut être un rendez-vous qui était prévu à cette date, c'est-à-dire le 24 juin. Un petit morceau de papier avec un rendez-vous noté dessus, le jour même de la disparition d'Elisabeth. Pour les enquêteurs, il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Qui est ce fameux Fred? Il faut d'urgence retrouver ce mystérieux personnage qui devait rencontrer l'étudiante. Les gendarmes interrogent l'entourage d'Elisabeth. Ils identifient rapidement une jeune femme surnommée Fred, comme sur le petit morceau de papier. Fred, ou plutôt une certaine Frédéric. Et la surprise, la Frédéric en question est une intime de Thomas. Or, Thomas n'est autre que le petit ami d'Elisabeth, la disparue. Frédéric serait-elle jalouse de cette copine officielle? Une hypothèse crédible. En effet, certaines rumeurs prétendent que Frédéric et Thomas ne font pas que du sport ensemble. Ils seraient amants. Et donc les enquêteurs échafaudent un scénario selon lequel peut-être que cette Frédéric aurait pu vouloir à un moment donné faire disparaître sa rivale. Une rivalité amoureuse, un mobile criminel classique pour les gendarmes. C'est vrai que le Fred, là, ça tombe bien. Malheureusement, du côté de la Frédéric en question, les gendarmes ne trouvent rien. Elle dispose d'un solide alibi le jour de la disparition.
De plus, contrairement au ragot, la jeune femme n'est pas la maîtresse de Thomas. Mais qu'en est-il du jeune homme? Les gendarmes s'intéressent à présent à Thomas. Et rapidement, ils vont trouver plusieurs éléments troublants sur cet étudiant. À commencer par la nature de ses relations avec Elisabeth. Alors le petit ami du disparu, c'est vraiment quelque chose de compliqué, le cas échéant, parce que, évidemment, tout le monde se tourne vers vous. Vous êtes censé être la personne qui connaît presque le mieux la disparue. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les relations que vous avez avec. Et en l'espèce, on a cru comprendre que les relations n'étaient pas au beau fixe entre Elisabeth et son petit camarade. Une relation amoureuse complexe et tendue. Cela pourrait tout expliquer. Thomas est placé en garde à vue et immédiatement son attitude étonne. Il n'a pas l'air très concerné par la disparition de sa petite amie ou de son ex-petite amie, on ne sait pas trop comment dire. Il est même parti gérer une colonie de vacances dans le sud, alors même que la disparition venait d'être signalée. Colonie de vacances, si vous voulez savoir. Pourquoi Thomas est-il parti en Espagne alors que sa copine vient tout juste de disparaître? Le jeune homme est incapable de fournir une explication satisfaisante. Une attitude choquante pour les enquêteurs. Pas un coup de fil à Monsieur Griffin, pas un coup de fil aux enquêteurs, rien quoi. Il est parti sans s'occuper d'elle quoi. C'est vrai que c'est un comportement quand même qui peut être étrange quoi, et qui peut choquer. Les gendarmes mettent alors une pression maximale sur Thomas pour qu'il craque. Arrête tes conneries, merde! Pas de conneries! Non, arrête. Le jeune homme leur révèle que depuis 1 an, il s'est éloigné d'Elisabeth. Il poursuit ses études au Havre, alors qu'Elisabeth, elle, est à Rouen. Plus d'1 heure de route sépare les deux jeunes. Ils se voient de moins en moins et se disputent régulièrement. La dernière altercation remonte à 1 mois environ. Elisabeth est venue voir Thomas chez lui au Havre. Une nouvelle visite à l'improviste qui s'est mal terminée. Elle voulait qu'ils s'engagent plus dans leur relation, mais lui, il avait besoin certainement de souffler. Ils étaient encore assez jeunes. Que je m'attache trop, mais ça fait 2 ans qu'on est ensemble, Thomas. Calme-toi. Cette fois-ci, Elisabeth a posé un ultimatum à Thomas. Le jeune homme n'en peut plus. Il est au bord de la crise de nerfs. Le couple en est-il venu aux mains? Thomas a-t-il fait disparaître sa copine? Elisabeth, toujours qu'on soit vraiment ensemble. D'autant plus que le jeune homme avait la possibilité matérielle de le faire. Et le fait que tu aies double des clés de sa voiture, tu l'expliques comment ça? Car il possède un double des clés de l'appartement d'Elisabeth et surtout un double des clés de la voiture de la jeune femme. Bien sûr, tu avais les doubles de ses clés. Alors, est-ce Thomas qui a déplacé la voiture d'Elisabeth à Lillebonne, la ville où les enquêteurs ont retrouvé le véhicule? Est-ce lui qui a écrit le petit mot pour mettre les gendarmes sur une fausse piste? Tu l'as vu quand la dernière fois? Le 24 juin? Non, le 24 juin. Les enquêteurs examinent à la loupe l'emploi du temps du jeune homme. Je bossais dans ma chambre tout le matin. Ils vont éplucher son emploi du temps pour essayer de savoir si éventuellement il n'aurait pas pu être à ses côtés au moment où elle a disparu, être le dernier à l'avoir vue vivante. Mais Thomas n'a rien à voir avec la disparition d'Elisabeth. Ce jour-là, il était au Havre. Un alibi que les enquêteurs vérifient. Au final, le petit ami d'Elisabeth est totalement mis hors de cause. Elisabeth Griffin, la jeune étudiante rouennaise, a disparu depuis plus de 2 semaines. Pour les gendarmes, il s'agit d'une affaire criminelle. Dans le portefeuille de la disparue, les enquêteurs ont retrouvé un petit mot manuscrit. Avec un rendez-vous, Fred le 24 à 10h. Les gendarmes sont persuadés que ce petit mot les mènera au kidnappeur d'Elisabeth. Qui est donc ce fameux Fred avec qui Elisabeth a rendez-vous le jour de sa disparition? Les enquêteurs vont déployer des moyens considérables pour retrouver sa trace dans tout le département. Nous contacterons environ 25 000 personnes. Nous n'aboutirons pas à l'identification du fameux Fred 10h le 24 juin.
Décidément, ce petit morceau de papier donne bien du fil à retordre aux enquêteurs. En tout cas, les études graphologiques sont catégoriques. Elisabeth ne l'a pas rédigé. S'agit-il d'une fausse piste? L'étudiante avait-elle un rendez-vous le jour même de sa disparition? Les gendarmes tentent de corroborer cette information. Ils épluchent l'agenda de la jeune femme. À la date du 24 juin, les enquêteurs ne trouvent rien. En revanche, un autre détail attire leur attention. Un nom revient souvent, celui de Jean-Yves Morel. Selon son agenda, Elisabeth a vu plusieurs fois cet homme dans les semaines qui précèdent sa disparition. Qui est donc Jean-Yves Morel? Quelle est la nature de ses relations avec Elisabeth? Comment se sont-ils rencontrés? Les gendarmes s'intéressent à ce personnage. Que cache la personnalité de Jean-Yves Morel? Les gendarmes vont découvrir que, en effet, cet homme cache bien son jeu. Ils vont découvrir toute une série de cassettes vidéo pornographiques. Ça confinait quasiment au fétichisme. Enfin, je veux dire, il y en avait beaucoup, beaucoup. Qu'en est-il d'Elisabeth, la jeune étudiante? Que lui est-il arrivé? Est-elle toujours en vie? Il lui a fracassé la tête contre une poutre du salon. J'ai vu mon ami au journal de 20h, qu'on accusait d'être l'assassin et le meurtrier de cette pauvre jeune fille. Elisabeth Griffin, une jeune étudiante rouennaise, a disparu depuis plus de 2 semaines. Sa voiture a été retrouvée dans la ville de Lillebonne, à 50 km de son domicile, avec tous ses effets personnels. Les gendarmes sont convaincus qu'il s'agit d'une affaire criminelle. Dans l'agenda d'Elisabeth, un nom revient à plusieurs reprises, celui d'un certain Jean-Yves Morel. Les gendarmes découvrent alors que l'étudiante en chimie a rencontré cet homme 1 an plus tôt, au cours d'un stage dans un laboratoire de chimie. Elisabeth Griffin cherchait un stage en entreprise et elle s'est retrouvée stagiaire dans le même service que Jean-Yves Morel. C'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. C'est au cours de cette expérience que la jeune étudiante noue une relation d'amitié avec Jean-Yves Morel. Ils se voyaient régulièrement, je dirais relation très amicale, au vu au su de son épouse, enfin voilà, complètement transparent. L'entreprise où Elisabeth a effectué son stage avec Jean-Yves Morel se situe à Lillebonne. Lillebonne, la même ville où les enquêteurs ont retrouvé le véhicule d'Elisabeth. Est-ce une coïncidence? À première vue, Jean-Yves Morel est un citoyen respectable, ordinaire, qui mène une vie paisible, sans histoire. Un sentiment que le meilleur ami du laborantin confirme. Oui, c'est comme disent les Anglais, c'est the boy next door, quoi. C'est vraiment le gendre idéal, le voisin idéal, l'ami idéal. Et c'est effectivement quelqu'un de complètement normal. À 33 ans, Jean-Yves Morel est propriétaire d'une petite maison en Normandie, entre Rouen et Le Havre. Depuis quelques mois, il est l'heureux papa d'une petite fille. Il est marié depuis 2 ans avec Nadine, une secrétaire médicale. Le couple vit le bonheur parfait. Le père de famille apparaît donc comme un citoyen tout à fait ordinaire, insoupçonnable. Antécédent néant, inconnu des services de police et de justice. C'est tout juste si peut-être il a eu un jour une contravention. Quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Pourtant, les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir que le nom de cet homme respectable apparaît déjà dans une autre affaire de disparition de jeune femme. Il y a 1 an, la belle-sœur de Jean-Yves Morel, autrement dit la petite sœur de sa femme, a aussi disparu dans des conditions mystérieuses. Elle s'appelait Marilène Rousset. Elle était âgée de 17 ans. Dans la famille de M. Jean-Yves Morel, une jeune fille a disparu 1 an auparavant et qui n'est autre que sa belle-sœur, Marilène Rousset. Le jour de sa disparition, Marilène est au domicile de la famille Morel. Elle est venue rendre visite à sa sœur, Nadine.
Marilène est, comme souvent en fin de semaine, chez sa sœur et son beau-frère. Elle y vient donc très souvent le vendredi, en réalité elle déjeune avec sa sœur. Si maman appelle, tu dis que je suis là, quoi. Dis-moi, je rentrerai pas tard. Cette fois-ci, la belle-sœur de Jean-Yves Morel est venue voir sa sœur pour lui demander un service. Marilène projette de se rendre à une fête avec des amis, mais ses parents lui ont interdit d'y aller. La cadette demande alors à sa sœur aînée de la couvrir. Sauf que Nadine refuse l'autorisation. Tu te rends compte dans quelle situation est-ce que tu me mets? Marilène est vexée, mais les choses en restent là. Après le déjeuner, Nadine Morel part travailler. Sa petite sœur reste au domicile. Dans l'après-midi, la jeune fille de 17 ans disparaît. On ne la reverra jamais. Dans cette deuxième affaire de disparition, un détail intrigue les enquêteurs. C'est Jean-Yves Morel lui-même qui a signalé la disparition de sa belle-sœur. Nadine? Jean-Yves? Lorsqu'il est rentré de son travail ce jour-là, il a trouvé un petit mot de Marilène. Oui, je pars, ne vous occupez pas de moi, on se reverra bientôt, mais pas avant mardi. Oui, c'est tout. Et donc, à chaque fois, il y a la présence d'un petit mot manuscrit dont on ne sait pas très bien qui l'a rédigé, comme si ça venait mettre les enquêteurs sur peut-être une fausse piste. Mais il y a plus curieux encore. En mettant côte à côte le dossier de la disparition d'Elisabeth et celui de Marilène, les gendarmes repèrent une similitude troublante. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est la ressemblance physique entre les deux jeunes femmes. Elisabeth et Marilène se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont toutes les deux des yeux en amande, elles ont des cheveux coupés un peu au carré, châtain foncé, et elles ont le même visage plein. On pourrait presque croire qu'il y a un lien de parenté entre Elisabeth Griffin et Marilène Rousset, tellement elles présentent des similitudes au niveau physique. Deux jeunes femmes, presque identiques, qui disparaissent à 1 an d'intervalle dans la même région et qui connaissaient toutes les deux Jean-Yves Morel. Pour les gendarmes, il ne s'agit pas d'une banale coïncidence. Jean-Yves Morel, père de famille tranquille, pourrait-il être impliqué dans ces deux disparitions? Pour le moment, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve formelle qui permette de le prouver. Seul un détail reste troublant. Jean-Yves Morel n'a pas travaillé le jour de la disparition d'Elisabeth, un fait très inhabituel pour cet employé. À la recherche de preuves tangibles, les gendarmes perquisitionnent le domicile du laborantin. On veut des éléments de réponse concernant le couple Morel, parce que pour l'instant on ne sait pas s'il y a un lien éventuellement avec l'épouse de M. Morel. On veut rechercher toute trace ou indice relatif à la disparition d'Elisabeth. Ce jour-là, l'homme est absent. C'est Nadine, l'épouse de Jean-Yves Morel, qui ouvre la porte. Rapidement, un tiroir verrouillé attire l'attention des enquêteurs. Vous avez un tournevis, s'il vous plaît? Madame? Si tu rentres de mon mari. On est obligé de tout fouiller, madame, s'il vous plaît. Ce tiroir fermé appartient à Jean-Yves Morel. Les gendarmes décident de le forcer. Et là, surprise, à l'intérieur, ils découvrent plusieurs CV d'Elisabeth Griffin. Comment se fait-il que Jean-Yves Morel détienne des curriculum vitae de l'étudiante disparue dans son tiroir secret? Elisabeth Griffin, ça vous dit rien? Non, ça vous dit rien. Nadine, sa femme, est incapable de répondre. Les gendarmes décident d'accentuer leur recherche. Dans le grenier, ils vont tomber sur un indice capital. Ils vont découvrir, dissimuler toute une série de cassettes vidéo pornographiques. C'est plus d'une centaine de cassettes vidéo porno que les enquêteurs découvrent dans un carton. Ça confinait quasiment au fétichisme. Il y en avait beaucoup, beaucoup, quoi. C'est pas une de temps en temps pour, je dirais, me passer le temps. Voilà que, à la fois pour les enquêteurs, mais aussi pour Nadine, un autre Jean-Yves apparaît. Plus compromettant et inquiétant pour Jean-Yves Morel, au beau milieu des vidéos pornographiques, il y a une cassette très troublante.
On va également découvrir sur un film qu'il a pu tourner, il a espionné sa belle-sœur, Marilène Rousset, un jour où il y avait une fête de famille, pour la filmer dans une pose où elle était assez détendue, un peu court vêtue. Que font ces images volées de la jeune Marilène Rousset, la belle-sœur de Jean-Yves Morel, parmi les films porno? Les gendarmes se questionnent sur le véritable profil du laborantin. Et ils se demandent si finalement ce Jean-Yves Morel ne serait pas quelqu'un qui aurait deux personnalités tout à fait différentes et opposées, et il devient, j'allais dire, de plus en plus suspect. Jean-Yves Morel est placé en garde à vue. Il fait figure désormais de suspect numéro 1. Elisabeth Griffin a disparu depuis plusieurs semaines. Pour les enquêteurs, c'est une affaire criminelle. Un homme est soupçonné. Son nom, Jean-Yves Morel. Un an plus tôt, sa belle-sœur a également disparu dans des conditions mystérieuses. Au domicile du suspect, les gendarmes ont retrouvé plus d'une centaine de vidéos porno. En garde à vue, les enquêteurs mettent la pression sur Jean-Yves Morel. Ils veulent faire avouer ses torts. Elle ne poserait pas de questions. Il lui avait interdit d'ouvrir la boîte aux lettres. Très peu de femmes qui seraient capables d'accéder à cette demande-là. Donc dans ses boîtes aux lettres, il recevait ses cassettes, ses revues, et il avait la maîtrise de tout ça sans qu'elle le sache. Je range sous clé, effectivement, mes cassettes et j'utilise une partie de mon domicile pour les visionner sans déranger le reste de ma famille, à savoir ma femme et surtout ma fille. Plus les enquêteurs explorent la vie de Jean-Yves Morel, plus ils découvrent un personnage secret et dissimulateur. Mais il manque cruellement de preuves. À la fin de l'interrogatoire, Jean-Yves Morel livre pourtant une information cruciale. Je dois vous avouer que je vous ai menti. Il va dire quelque chose d'important. Il dit « J'ai vu Elisabeth le 27 à la poste de Lillebonne ». Le 27 juin, autrement dit 3 jours seulement après la disparition d'Elisabeth. Jean-Yves Morel serait donc la dernière personne à avoir vu l'étudiante encore vivante. Le plus extraordinaire, c'est qu'il affirme avoir croisé la jeune femme près du bureau de poste de Lillebonne en plein après-midi. Lillebonne, autrement dit, la ville où l'on a retrouvé la voiture d'Elisabeth. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute possible. Tout indique que Jean-Yves Morel est à l'origine de la disparition d'Elisabeth Griffin. Mais les enquêteurs n'ont que des soupçons contre le laborantin. Jean-Yves Morel est donc relâché. Au revoir, monsieur Morel. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Mais les gendarmes restent malgré tout obnubilés par ce personnage. Ils décident de ne pas lâcher Jean-Yves Morel. Sa ligne téléphonique est placée sur écoute. Mais surtout, comme vous pouvez le voir sur ces documents jamais rendus publics, les enquêteurs vont pendant des mois photographier en secret la propriété de leur suspect, sous toutes les coutures. Ils sont persuadés qu'ils vont trouver là la solution du crime. Mais une fois de plus,
c'était l'échec. Du côté des proches de Jean-Yves Morel, l'acharnement des enquêteurs qui ne mène à rien devient intolérable. N'importe quoi, ça peut pas être lui. C'est mon ami, c'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance totale. Je lui confierai ma famille et mes enfants, donc ça peut pas être lui, c'est pas possible. Et si les gendarmes faisaient fausse route? Pourquoi se déchaînent-ils sur ce bon père de famille? Ce citoyen ordinaire qui a le droit d'avoir la sexualité qui lui plaît? Jean-Yves Morel n'en peut plus. Par moments, lui et son entourage vont même traiter les gendarmes de nazis, tellement, selon eux, ils s'acharnent sur ce pauvre père de famille qui, évidemment, n'y est pour rien dans la disparition des deux jeunes femmes. Jean-Yves, ça va? Les proches de Jean-Yves Morel brandissent le spectre de l'erreur judiciaire. Ils n'ont pas tort. C'est de l'acharnement. Jusqu'ici, les gendarmes n'ont rien pu prouver. Tout ce qu'ils veulent, c'est me voir en prison le plus vite possible. Le plus douloureux, c'est encore pour la femme de Jean-Yves Morel, Nadine. Elle ne comprend pas pourquoi les gendarmes soupçonnent son mari d'avoir fait disparaître Elisabeth, la jeune étudiante rouennaise, mais aussi sa petite sœur Marilène. C'est insupportable pour la famille. Et pour elle, Nadine, c'est la conviction que Jean-Yves est innocent, qu'il ne peut pas être coupable. Un mari aimant, attentionné, qui a d'ailleurs participé activement aux recherches lorsque sa belle-sœur Marilène Rousset a disparu. C'est aussi lui qui a réussi à convaincre son beau-père, Denis Rousset, de faire un appel à témoins à la télévision. On aimerait avoir de ces nouvelles. Vous savez, nous, l'idée c'est qu'elle devait revenir le mardi. Et depuis, il n'y en a toujours rien. Oui, mais je veux dire, bon, quand il y a peut-être quelquefois des conflits dans une famille, où il y a des règles de vie familiale, je sais pas... on n'a aucun problème avec ma fille, aucun. Ainsi, comment imaginer que Jean-Yves Morel puisse être impliqué dans la disparition de Marilène, alors que c'est lui qui était le plus actif dans les recherches de sa belle-sœur? Depuis 6 mois, Elisabeth, l'étudiante rouennaise, a disparu. Les gendarmes s'interrogent sur Jean-Yves Morel, un laborantin que la jeune femme a rencontré 1 an plus tôt au cours d'un stage. L'homme est soupçonné également d'avoir fait disparaître sa belle-sœur dans des circonstances jamais élucidées. Cela fait déjà plusieurs mois que les forces de l'ordre ont mis Jean-Yves Morel sous surveillance, en vain. Le 5 janvier 1998, tout va évoluer. Ce jour-là, vers 18h, John Griffin, le père d'Elisabeth, reçoit un coup de téléphone anonyme. Signalant que Jean-Yves Morel, juste au moment de la disparition d'Elisabeth Griffin, a fait d'importants travaux dans sa maison. Et ça inquiète un peu les gendarmes. Le correspondant anonyme précise que Jean-Yves Morel a réalisé de nombreux travaux de terrassement chez lui dans les jours qui suivent la disparition d'Elisabeth. Les gendarmes découvrent alors que Jean-Yves Morel a commandé beaucoup de béton. Peut-être même un peu trop. Les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a une partie du béton qui manque à l'appel et qui ne correspond pas aux travaux qui sont visibles de l'extérieur. Et donc les enquêteurs se demandent si le béton n'a pas servi à faire un sarcophage qui aurait permis de dissimuler les corps d'Elisabeth et pourquoi pas de Marilène Rousset. À partir de là, les gendarmes vont jouer leur dernière carte. Chez Jean-Yves Morel, les enquêteurs mettent en place un impressionnant dispositif de recherche. Chaque centimètre carré du jardin du suspect va être exploré grâce à un procédé révolutionnaire à l'époque, le radar géologique. La solution vient d'une société nantaise qui a inventé un procédé, le géoradar, permettant de détecter des anomalies dans le sous-sol, des cavités, des choses étranges. Les enquêteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Les recherches débutent à 7h du matin. On demande à Nadine, l'épouse de Jean-Yves Morel, de quitter les lieux. Première cible, le cabanon au fond du jardin. À l'aide de pelles, les gendarmes commencent à creuser un trou. Durant des heures, les fouilles se poursuivent, sans succès. À la grande satisfaction de Jean-Yves Morel,
qui reste calme et détendu. J'ai un souvenir très précis de son attitude pendant qu'on fouille son jardin. Jean-Yves Morel était extrêmement détendu et même décontracté, à telle enseigne qu'on a eu des doutes à un moment en se demandant si on ne faisait pas une nouvelle fois fausse route. Ça me dérange pas, vous enlevez ce que vous voulez. Il n'a montré aucun énervement. Il a été là, il attendait. Je pense qu'il attendait tout simplement qu'à un moment donné, on arrête nos recherches. Mais ce qu'ignorent les gendarmes, c'est que contrairement aux apparences, Jean-Yves Morel n'a pas du tout l'esprit tranquille. Ils vont le découvrir grâce aux écoutes téléphoniques. Alors que l'on recherche sans succès des cadavres, Jean-Yves Morel passe un coup de fil à sa femme absente pendant les recherches. Et voici très précisément la teneur de cette incroyable conversation téléphonique au cours de laquelle l'homme va se trahir. Allô? Oh ma chérie. Alors qu'aucune preuve indiscutable ne l'accable. Pour l'instant, il creuse. Et on attend de savoir quoi. Oui, ben t'attends de savoir quoi? Dis-moi. Leur décision quoi. Il y a quelque chose là-dessous? Non. Bon, bah alors t'as pas de souci à te faire? Non. De toute manière, je peux pas leur dire, c'est trop tard. Ce sera encore pire après. Tu peux pas leur dire quoi? Tu peux pas leur dire quoi? De toute façon, il faut que je raccroche. Prends soin d'Hélène au maximum et puis... Pratiquement comme si là c'était une forme d'aveu et que le premier aveu il le devait à Nadine, comme le premier moment où il dit la vérité. L'homme qu'elle aime, qu'elle a toujours soutenu, en qui elle avait une confiance, où elle voulait avoir une confiance absolue, le déni qu'elle avait, je pense, construit, ça se lézarde. Alors que les recherches sont sur le point de s'arrêter, la gendarme Alanik, qui s'occupe des écoutes téléphoniques, intime l'ordre à ses collègues de poursuivre les fouilles. J'alerte l'équipe qui se trouve sur place à la Fresnaye en train de sonder le jardin de M. Morel et je leur fais part de mon étonnement de son comportement et je leur dis qu'il faut absolument continuer les recherches parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. Alertés par ce coup de fil qui fait figure d'aveu, les gendarmes redoublent d'ardeur. Ça va Morel? Ils découvrent une dalle de béton à 19h30. 4 heures plus tard, la dalle de béton cède enfin. La tension est à son comble. Les gendarmes remuent la terre lorsqu'ils tombent sur un bout de sac plastique. Et à un moment donné, est apparu un morceau de plastique qu'on a été vérifié, on a tiré. Une odeur pestilentielle en est tout de suite dégagée. Une odeur que les enquêteurs connaissent, odeur de cadavre. Jean-Yves Morel est immédiatement interrogé sur cette découverte macabre. Oh, Morel, hey. C'est qui dans le sac? C'est Elisabeth. Je pense d'un élan naturel, il dit tout de suite c'est Elisabeth. Voilà. Jean-Yves Morel est arrêté. En garde à vue, il avoue. Après une journée de fouilles intense dans le jardin de Jean-Yves Morel, les gendarmes ont enfin découvert le corps d'Elisabeth Griffin, la jeune étudiante rouennaise disparue 1 an plus tôt. Jean-Yves Morel doit maintenant s'expliquer. D'accord. Il passe des aveux complets, extrêmement rapidement d'ailleurs, sur non seulement ce qui s'est passé avec Elisabeth, mais il va expliquer aussi ce qu'il a fait avant l'arrivée d'Elisabeth et ce qu'il a fait après avoir tué Elisabeth. Je l'ai appelé parce que ça faisait plusieurs mois que... Le suspect explique aux enquêteurs qu'il voyait Elisabeth régulièrement ces derniers temps. Au fil de leur rencontre, il avait fini par tomber amoureux d'elle. Ceci dit, avec le temps, j'ai commencé à devenir de plus en plus amoureux d'elle. Alors le 24 au matin, je l'ai appelée. Reste le plus incroyable. Jean-Yves Morel semble avoir planifié méthodiquement son crime. Oui, allô? Le matin de la disparition d'Elisabeth, il a appelé l'étudiante à 7h58. Pour éviter d'être identifié, il avait tout prévu.
À tout à Il a l'heure. appelé la victime depuis une cabine téléphonique qu'il a réglée par télécarte. Un appel intraçable. Au cours de la matinée, Elisabeth se rend donc à la Fresnay chez Jean-Yves Morel. La jeune femme ne le sait pas, mais elle est en train de tomber dans un piège. Face à la jolie étudiante, Jean-Yves Morel ne peut pas résister à ses pulsions. Et quand elle est arrivée, je l'ai embrassée amoureusement sur la bouche. Il craque. Elisabeth tente de le repousser. Mais il est déjà trop tard. Le laborantin n'est plus en mesure de se contrôler. Puis en fait, très vite, il vient à raconter qu'il y a eu cette pulsion sexuelle et qu'il a violé Elisabeth. Après lui avoir cogné la tête sur la poutre, puis sur le montant de la cuisine, je l'ai attrapée par le cou et je l'ai cogné plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Comme elle s'est débattue et qu'elle aurait menacé de tout révéler, il lui a fracassé la tête contre une poutre du salon. Jean-Yves Morel déclare avoir frappé la tête d'Elisabeth à plusieurs reprises. Puis, pour effacer toute trace de son crime, il songe à se débarrasser du corps de sa victime. Dans un sac plastique, il transporte le corps d'Elisabeth jusqu'à un cabanon au fond de son jardin. Il enterre le corps de la jeune femme. Et ensuite, il aurait recouvert sommairement de planches avant de fabriquer un sarcophage de béton pour achever et de dissimuler définitivement le cadavre d'Elisabeth Griffin. Là voilà. Le corps de sa victime tout juste enterré, Jean-Yves Morel imagine un scénario machiavélique pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste. Et la voiture? Pour mener à bien son plan, Jean-Yves Morel ne laissera rien au hasard. Pour ne pas être reconnu, l'homme se déguise avec des vêtements qu'il porte rarement. J'ai mis mon vélo dans la voiture d'Elisabeth, j'ai pris sa voiture et je suis allé à la cité de Clerval. Incognito, Jean-Yves Morel entreprend ensuite de déplacer la voiture d'Elisabeth depuis son domicile de la Fresnay et de la garer à Lillebonne, dans le parking d'une cité HLM sensible. Puis, pour égarer définitivement les enquêteurs, Jean-Yves Morel va écrire un petit mot, inventant un rendez-vous avec un Fred qui n'a jamais existé. Il ne sera jamais démasqué, car il prend soin d'écrire le mot de la main gauche, impossible à détecter lors des analyses graphologiques. Ce petit morceau de papier, il va le glisser dans le portefeuille d'Elisabeth qu'il va soigneusement ranger dans le sac à main de la jeune étudiante. Il s'est senti dans l'obligation d'inventer des éléments et reconnaîtra donc être à l'origine du petit mot découvert dans le sac à main d'Elisabeth, 10h, Fred, 24 juin, pour brouiller les pistes et nous faire chercher ailleurs et qu'on n'arrive pas jusqu'à lui. Pour finir, Jean-Yves Morel laisse le véhicule ouvert, le sac à main posé sur le siège passager, bien en évidence, et les clés sur le contact. Il est persuadé que dans cette cité sensible, la voiture sera volée en quelques heures. Mais il se trompe. L'affaire Elisabeth Griffin est résolue. Jean-Yves Morel est inculpé pour le viol et le meurtre de la jeune femme. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen. Mais pour les enquêteurs, le travail n'est pas terminé. Il reste maintenant à résoudre la disparition de Marilène, la belle-sœur de Jean-Yves Morel. Pour éviter des questions embarrassantes, le détenu tente de se suicider. Dans sa cellule, il essaie de se pendre avec les lacets de ses chaussures. Mais sous le poids, le lacet craque au dernier instant. En tout cas, il est toujours vivant et les enquêteurs vont alors profiter de ce moment où il est un peu peut-être faible pour l'extraire et l'interroger sur la disparition de sa belle-sœur Marilène Rousset. Vous allez pas me lâcher, c'est ça?
Hein? Vous voulez entendre quoi? Que je vous dise que c'est de ma faute? Je vous le dirai jamais, ok? J'y suis pour rien, Marilène. Vous allez comprendre ou pas? Mais au final, Jean-Yves Morel finit par livrer son secret de famille. Dis-moi tout. Il était, dit-il, l'amant de sa belle-sœur. Il avait 32 ans, elle en avait 17. Selon lui, l'adultère aurait débuté pendant la grossesse de son épouse. Parce que ma belle-sœur et moi, on avait une relation, on va dire, suivie. Le jour de la disparition de Marilène, Jean-Yves Morel est rentré de son travail à 15h30, comme à son habitude. Toujours selon ses déclarations, cet après-midi-là, il trouve sa belle-sœur seule chez lui. Salut. Il aurait alors fougueusement embrassé sa maîtresse. Mais Marilène l'aurait repoussé. Son attitude aurait brusquement changé. Elle aurait déclaré à Jean-Yves Morel que leur liaison devait cesser et qu'elle avait besoin d'argent. J'aurais besoin de 5 000 francs, s'il te plaît. 5 000 francs. Ouais. Je les ai pas. Bah, 3 000 alors. La jeune femme aurait voulu le faire chanter. 3 000. Merde! Si tu me fasses pas d'argent, je dis tout à Nadine. Cette liaison, finalement, Marilène Rousset menaçait de la rendre publique, tout le moins de le dire à l'épouse de Jean-Yves Morel. C'est dans le contexte de cette dispute-là qu'il aurait agressé Marilène Rousset. Nadine, ça m'arrange pas. Bien sûr, si ça va m'arranger, on va attendre ici, on va tout dire à Nadine, d'accord? Faut que tu t'en ailles, Marilène. Va-t'en, elle va. Je m'en fais pas. Non, Marilène! Et je l'ai poussée violemment et... Pris de panique, Jean-Yves Morel aurait alors saisi la jeune femme et cogné violemment sa tête. Jean-Yves Morel aurait alors constaté que la jeune femme était inanimée. C'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'il aurait eu l'idée de faire disparaître le corps dans le jardin. Un deuxième cadavre découvert par les gendarmes près du Havre. C'est Jean-Yves Morel lui-même qui a guidé les enquêteurs. En milieu d'après-midi, Jean-Yves Morel revient chez lui à la Fresnay, mais en fourgon cellulaire, pour une ultime constatation. Jean-Yves Morel vient d'avouer aux enquêteurs, quelques heures auparavant, qu'il est l'auteur d'un deuxième assassinat, celui de Marilène Rousset, sa belle-sœur, qui avait mystérieusement... Personne n'aurait pu imaginer un tel dénouement. Pas même son meilleur ami. Alors je me souviens du jour... Je m'en souviendrai toute ma vie, forcément, du jour où j'ai appris la découverte des corps. Jean-Yves Morel, le paisible technicien de laboratoire, à la vie sage et rangée. En arrivant chez moi, évidemment, au journal de 20h, il y avait sa photo dans ma télé qui est apparue. Et j'ai vu mon ami au journal de 20h, quoi, qu'on accusait d'être l'assassin et le meurtrier de cette pauvre jeune fille qu'il avait... martyrisé, et c'était... Deux cadavres dans un seul jardin. La petite commune normande de la Fresnay est sous le choc. Comment se fait-il que personne n'ait rien vu, rien entendu? Même l'épouse du criminel ne s'est doutée de rien. C'est terrible. Vous avez vécu sur une construction complètement mensongère. Votre vie s'écroule et vous avez un enfant avec cet homme. Il a tué votre sœur. Vous avez fait rentrer dans la famille celui qui l'a détruite. Reste le plus macabre. Jean-Yves Morel a enterré sa belle-sœur, Marilène, à quelques pas de la table familiale. De la table sous laquelle on a continué en famille de dîner ou de déjeuner le dimanche en pensant à cette sœur, à cette fille, à cette belle-sœur qui était partie, dont on ne savait pas où elle était là à quelques mètres. Deux ans plus tard, le 17 février 2000, Jean-Yves Morel comparaît devant la cour d'assises de Seine-Maritime pour viol et meurtre. Depuis plusieurs jours déjà, la presse locale fait ses gros titres sur cette affaire. Pour ce premier jour d'audience, la cour d'assises de Seine-Maritime fait salle comble. L'accusé va finalement être confronté aux familles des victimes et à ses proches. Quand on voit son ami rentrer dans le box menotté tel qu'on l'a connu quelques années auparavant,
toujours le même, et de le voir totalement impassible à la lecture des charges. Finalement, l'être qu'on a connu, l'ami qu'on a connu, c'est pas le même. C'est pas le même que ce tueur qui est en train d'être jugé. Pour les jurés et la famille du criminel, l'enjeu de ce procès est surtout de comprendre comment et pourquoi un citoyen soi-disant modèle a pu basculer dans l'horreur. Les premiers mots qu'on a eus avec Nadine quand on s'est retrouvés le premier jour du procès, ça a été vraiment ça. C'est comment t'as fait pour pas t'en rendre compte? Comment un type normal, aimant, sympathique, jovial, tel qu'on peut le connaître, nous, ses amis ou ses proches, peut basculer dans la folie meurtrière? Alors, qu'est-ce qui, dans la vie de cet homme, aurait pu motiver son passage à l'acte? Et c'est dans son enfance que les jurés vont trouver la clé de l'énigme. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a d'importantes failles dans la vie de Jean-Yves Morel, et notamment dans sa relation avec son père. Un père très autoritaire, très dur, très exigeant, une personnalité forte. Et Jean était vraiment en conflit permanent avec lui. Jean-Yves! Jean-Yves! Jean-Yves Morel! C'est quoi ça? Mon Dieu, c'est quoi ça? Les jurés découvrent alors que Jean-Yves Morel a été élevé par un père autoritaire, voire tyrannique. Tu me fais honte, mon fils. Tu me fais honte. Tu sais ce que je vais faire? Attends. Parce que Jean-Yves Morel ne réussissait pas certains exercices de mathématiques, par exemple. Son père pouvait extraire une à une ces tortues d'eau de l'aquarium et les fracasser avec un marteau sur la table devant lui pour lui mettre la pression et l'obliger à faire correctement ses exercices. C'est terrible. J'espère que tu t'en souviendras, Jean-Yves Morel, hein? Le père prenait le sang de la tortue et en maculait le visage de son fils. Jean-Yves Morel! Nettoie-moi ça, je veux pas que ta mère voie ça. T'as qu'à aller s'enterrer, au fond du jardin. T'as compris ou merde? Il va grandir dans le secret total et donc il va construire progressivement des mondes parallèles, si je puis dire. Une façade à peu près lisse, d'ailleurs, dans laquelle ça évite qu'on se fasse taper dessus, qu'on soit martyrisé, qu'on soit... Et puis une façade où on construit sa vie à côté sur un monde parallèle qui devient très vite extrêmement dangereux. Parce qu'il est déconnecté de la réalité, parce qu'il est dans la toute-puissance, parce qu'il n'a pas d'empathie à l'égard des autres, parce que bon... On est parfois confronté à des situations absolument extraordinaires, d'un homme complètement ordinaire, bien rangé, bon père de famille, qui se comporte comme un prédateur, comme on le voit que dans des feuilletons télévisés. Une enfance meurtrie. J'espère que tu t'en souviendras, Jean-Yves Morel. Une double personnalité. Mais pour les jurés, ce ne sont pas des circonstances atténuantes. Tu me fais honte. Au bout de 4 jours d'audience, Jean-Yves Morel est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les proches des victimes, c'est un soulagement. La justice a fait son œuvre et Elisabeth est vengée dans son honneur. La peine est justifiée. Bien des années plus tard, Jean-Yves Morel reste toujours une énigme pour ses proches. Il faut se rendre à l'évidence. Oui, j'ai côtoyé ce monstre, finalement, cette personne inconnue que je croyais connaître. C'est une cicatrice, c'est une plaie, toujours. Du côté des familles des victimes, personne n'oubliera jamais cette tragédie. Comment exprimer, comment faire ressentir ce qu'est la douleur? Parce que nous, on en parle. Et eux, ils la vivent. Le mal est fait, le mal est fait. Il a tué, il a tué. Octobre 2008, le corps de Daniel Cano, un homme sans histoire, est retrouvé calciné dans une voiture brûlée près de Grenoble.
Très vite, les enquêteurs soupçonnent sa femme, Manuela González. Ils découvrent alors que 2 des anciens compagnons de cette femme ont déjà frôlé la mort et que 3 autres sont décédés dans des conditions mystérieuses. Le sort s'acharne-t-il sur Manuela González ou alors est-on en face d'une tueuse en série qui assassine ses compagnons les uns après les autres? Portrait d'une femme dont nul ne sait si elle est frappée par le destin ou au contraire si elle est une empoisonneuse diabolique. Dans l'Isère, un homme, Daniel Cano, est mort carbonisé dans sa voiture. Vous n'avez pas d'ennemi, Daniel. Sa famille et ses proches ne croient pas au suicide. Ils accusent l'épouse de la victime, Manuela González. C'était impossible que ça se suicide. Mon père, il avait une joie de vivre immense. Le comportement de Manuela González aurait éveillé des soupçons. Pour sa défense, elle se dit victime de calomnie. Vous avez des gens qui se répandent dans la presse pour dire « elle n'a pas été émue, elle ne pleurait pas ». Beaucoup de zones d'ombre subsistent encore dans le passé de Manuela. Ses amants tombent dans le coma ou meurent par accident. Malgré les 2 affaires qu'il y a eu avant, non, personne ne s'est jamais soucié de ce qui était arrivé à mon père. Villars-Bonneau, un petit village de l'Isère près de Grenoble. 30 octobre 2008. Dans un champ de maïs, on découvre un squelette humain sur la banquette arrière d'un véhicule calciné. Le corps est identifié. Il s'agit de Daniel Cano, un homme de 58 ans qui habite le lotissement voisin. Il a un fils unique, Nicolas. J'étais son seul enfant et on se côtoyait très souvent. C'est mon père qui a eu la garde quand mes parents divorcé, donc j'ai vécu toute ma vie avec mon père. Mon père, fallait pas lui toucher un cheveu. C'était vrai. Mon père, je l'avais quasiment tous les jours au téléphone, on faisait tout, ouais, tout. Mon père, c'était ma référence. Les gendarmes arrivent sur les lieux. L'hypothèse d'un accident est immédiatement écartée, car ils découvrent que le véhicule a été incendié depuis l'extérieur. Alors, que s'est-il passé? Pour comprendre, les enquêteurs s'intéressent à la personnalité de la victime, Daniel Cano. Ouvrier spécialisé, chaudronnier dans une usine de maintenance industrielle où il a fait toute sa carrière, Daniel est un passionné de rugby. Il fréquente les stades de la région, d'abord comme joueur, puis comme spectateur. Daniel Cano est donc un homme sans problème. Vous n'avez pas d'ennemi, Daniel. Un bon gars à vivre, un bon vivant, comme on dit. Côté cœur, Daniel file le parfait amour avec une belle Espagnole, Manuela González. Ils se sont rencontrés 17 ans plus tôt, en 1991. Comme lui, Manuela est divorcée. Et comme lui, elle a eu un enfant de son premier mariage. Leur union est un succès. Tous les membres de la famille recomposée s'accordent parfaitement. Pour Manuela, Daniel a construit de ses mains un nid douillet, un pavillon dans un quartier tranquille. Comment Manuela explique-t-elle la disparition de son mari? Les enquêteurs sont perplexes. Curieusement, cette femme de 48 ans aurait décrit un homme très différent de celui que connaissent ses amis. Selon elle, son époux était déprimé. Elle ajoute que ce soir-là, il est parti seul, vers 20 h, au volant de sa voiture. Peut-être avec des intentions suicidaires. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Comment la voiture a-t-elle pris feu? Et pourquoi le corps de Daniel Cano sera-t-il retrouvé sur le siège arrière du véhicule? Sa réputation de bon vivant cachait-elle vraiment un caractère dépressif au point de se donner la mort à moins de 200 mètres de sa propre maison? Pour son fils, Nicolas, la réponse est sans appel. C'est non. Et il ne manque pas d'arguments. Tout d'abord, son père se réjouissait de partir bientôt à la retraite. Je l'ai écarté tout de suite. Tout de suite, c'était impossible que ça se suicide. Mon père, il avait une joie de vivre immense. Il me disait, Jaco, tu passes à la maison, tu viens, tu vas boire le champagne. J'attends, tu viens, je viens te chercher, il me disait.
Il commençait à parler de voyage pendant sa retraite, etc. Enfin, plein de projets. La joie de vivre, il allait chercher du bois, il partait aux champignons. Il voulait reprendre la pêche à la truite dans l'Isère. De plus, au moment de sa mort, Daniel Cano réalisait des travaux. Bricoleur avisé, il aidait Nicolas à retaper sa maison. Mon appartement, c'est tout lui qui a refait de A à Z. Il a passé 2 ans et demi de sa vie, tous ses week-ends, tous ses soirs et toutes ses vacances à travailler pour moi. Et ce père attentionné se serait suicidé en laissant le chantier inachevé? Mon père, s'il commençait quelque chose, il le finissait. Enfin, Daniel aimait les animaux. Or, dans le coffre de la voiture brûlée, on a retrouvé le cadavre de son chien. Pour ses proches, c'est la preuve que Daniel Cano ne voulait pas se suicider. Dans ma vie, j'ai toujours connu des chiens avec mon père. Toujours, toujours. Mais il aurait jamais fait de mal à un chien. Surtout celui-là, parce que c'était le chien de sa belle-fille. Dernier détail intrigant. Daniel était un passionné de diamant gould, des oiseaux exotiques qui ne supportent pas le froid. Manuela soutient que la nuit de sa mort, son mari serait parti pour les vendre à un amateur. Sorti à 20 h ce soir-là, en cette fin d'octobre, la température était glaciale. À 8 h du soir, on ne sort pas des diamants gould comme ça, hein, dans le froid. Hein. Ça craint trop le froid. Hein. À ce stade de l'enquête, les proches et les gendarmes écartent définitivement la thèse du suicide. Mais s'il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un suicide, qu'est-il arrivé à Daniel Cano? Sa mort est une énigme. Dans un premier temps, très affecté par la mort de son père, Nicolas cherche du réconfort auprès de sa belle-mère, près de laquelle il a grandi. Manuela Cano, sa belle-mère, est le seul membre de sa famille qui lui reste. Et donc c'est vrai que c'est une période au cours de laquelle il va se rapprocher pendant les quelques mois qui suivent la disparition de son père. Mais pour Nicolas, plusieurs éléments sont troublants. Premièrement, alors que Manuela a vécu 17 ans de bonheur avec son père, Nicolas se souvient qu'elle n'aurait pas versé une larme à son enterrement. Ce qui aurait profondément choqué les proches de sa famille. Le jour où j'ai pu me recueillir devant le cercueil de mon papa, au pont funèbre, on était toute la famille de mon papa, et on était tous en pleurs, mes cousins, mes tantes, etc. Elle était à côté de moi, il n'y avait pas une larme qui sortait, quoi. Elle était sans rien. On dirait que c'était une femme qui était heureuse, qui était joyeuse, qui était libre maintenant, libre de faire ce qu'elle voulait, quoi. Toute la famille était près du caveau de mon papa pour se recueillir un dernier instant, et elle était à 30 mètres en train de discuter avec des gens qui n'avaient rien à voir. Pour l'avocat de Manuela González, ces accusations sont injustifiées. Vous avez des gens qui se répandent dans la presse pour dire « elle n'a pas été émue, elle ne pleurait pas, elle n'a pas été sur la tombe de son mari », sauf que ça blesse profondément Madame Cano, parce que c'est pas le cas. Deuxièmement, Manuela lui aurait promis de se porter partie civile au nom de toute la famille pour déterminer les conditions exactes de la mort de Daniel. Nicolas découvre qu'elle ne l'a pas fait. Selon lui, elle l'aurait délibérément écarté du dossier judiciaire. C'est là qu'un premier petit doute s'installe. Je me dis, mais pourquoi elle m'a menti? Pourquoi elle me dit que je suis partie civile alors que je ne suis pas du tout? Nicolas décide alors de faire cavalier seul et prend une avocate de son côté. Mais Manuela aurait tenté de l'en dissuader. Là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi elle ne veut pas que je prenne un avocat? Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce qu'elle a peur de quelque chose? Et Nicolas se souvient ensuite d'un troisième événement. 1 mois avant sa mort, son père avait déjà failli mourir brûlé vif dans l'incendie de sa chambre. Les pompiers l'avaient sauvé in extremis de ce banal accident domestique. Mais le comportement de Manuela sème le doute chez Nicolas. Il s'interroge maintenant sur les circonstances réelles de l'incendie, car il se souvient d'avoir trouvé le comportement de son père bizarre. Je l'ai amené chez moi, il s'est endormi, il a dormi 7 heures d'un trait. Après, il s'est réveillé, il parlait de sa maison, il a failli perdre sa maison. Puis moi, je vous dis, le principal, c'était que mon père soit vivant. Sur le coup, Nicolas n'a posé aucune question. Cependant, il demande des explications. Celles de Manuela lui paraissent confuses. Comment cet incendie s'est-il déclaré? Selon Manuela, son mari laissait toujours une bougie allumée dans la chambre en hommage à sa mère, décédée quelques mois plus tôt. Le chien l'aurait fait tomber et le feu se serait rapidement propagé. Mais peu après cet accident, Nicolas nous dit avoir assisté à une dispute qui contredirait cette version. Une quinzaine de jours après, j'ai été présent à la maison
d'une dispute entre mon père et ma belle-mère, où mon père lui disait « Écoute, prends-moi pas pour un con, je sais pertinemment qu'il n'y a jamais eu de bougie dans cette chambre. » Autre élément singulier pour Nicolas, l'incendie s'est déclaré à 4 heures du matin. Or, à ce moment-là, tandis que Daniel Cano dort seul dans la chambre, Manuela affirme qu'elle fait la cuisine au rez-de-chaussée. Alors que le feu fait rage à l'étage, Manuela prétend n'avoir rien entendu ni rien senti. D'ailleurs, ce sont les voisins qui donnent l'alerte. Avec le recul, Nicolas ne croit plus à la thèse de l'accident domestique. Là, je commence à me dire, mais cette femme, en fait, voilà, je commence à avoir un gros doute sur cette femme. De son côté, l'avocat de Manuela González estime que ce soupçon n'est pas fondé. La preuve, Daniel Cano n'a jamais tenté de fuir sa femme. C'est une aberration. Même son mari vit avec elle. Il est supposé avoir vécu une tentative d'homicide de la part de sa femme et il reste avec elle. On met en examen cette femme pour cette tentative, pour alimenter le deuxième dossier, pour le justifier, pour l'illustrer. Regardez comme c'est bien vrai qu'elle est coupable. 1 mois avant, elle avait tenté de le faire. 1 mois plus tard, après l'incendie dans la maison, c'est la voiture de Daniel Cano qui flambe à moins de 200 mètres de leur pavillon. Si on exclut l'accident et le suicide, cela signifie que Daniel Cano a été assassiné. Mais par qui? Tous les regards se tournent alors vers Manuela. Cette femme serait-elle capable de commettre un meurtre? A-t-elle conduit la voiture de son mari jusqu'au champ de maïs avant d'y mettre le feu? Et est-elle rentrée discrètement par l'arrière du pavillon pour ne pas être vue des voisins? Pour trouver la clé de l'énigme, les enquêteurs savent qu'ils doivent fouiller le passé de Manuela. Et très vite, ils découvrent des choses étonnantes. La mort de Daniel Cano intrigue les enquêteurs. Leurs soupçons se portent sur Manuela, son épouse. Ils décident de fouiller son passé. Nous sommes à la Motte d'Aveillan, un village situé à 35 km au sud de Grenoble. C'est ici que la jeune Manuela González, 23 ans, rencontre Gilbert Martoya, un entrepreneur un peu plus âgé qu'elle. C'est le coup de foudre. Ils se marient et Manuela donne bientôt naissance à une fille. Tout va pour le mieux. Jusqu'au jour où Gilbert Martoya frôle bizarrement la mort. Un jour, Gilbert Martoya fait un malaise et restera dans le coma pendant 3 mois. Intoxication alimentaire, suicide. À son réveil, après 3 mois dans le coma, le premier mari de Manuela livre une toute autre explication. Il soupçonne sa femme de l'avoir empoisonnée. Il a des soupçons qui ne sont pas forcément suffisamment étayés, selon lui, pour accuser directement son épouse, mais il n'a plus confiance en elle. Et décide à ce moment-là de couper les ponts et de changer sa vie. Gilbert Martoya finit par demander le divorce. Il n'y aura pas d'enquête. Et Manuela part refaire sa vie à Grenoble. 1 an plus tard, Manuela González, 25 ans, entretient simultanément 2 liaisons avec des amants plus âgés qu'elle. Et elle se fait payer pour ses relations sexuelles. L'un des 2 hommes, Michel Garcia, est bijoutier. Et lui aussi tombe brutalement dans le coma, dans des circonstances mystérieuses. Mais il a plus de chance que Gilbert Martoya, car son coma ne dure que 24 heures. Que s'est-il passé exactement? Pour Michel Garcia, il n'y a aucun doute. Il a été empoisonné par Manuela. Il dépose une plainte contre elle. Et voilà qu'au procès, la jolie jeune femme pleine de vie révèle un tout autre visage. Sous une apparence lisse et sympathique, Madame Cano présente a priori un caractère et des particularités beaucoup plus dangereuses, puisque en 1984, et c'est démontré, elle a pu, parce qu'elle souhaitait voler une personne, eh bien, utiliser des médicaments et l'endormir de façon tout à fait importante. Si la tentative d'empoisonnement du bijoutier ne fait aucun doute pour les enquêteurs, quel est le mobile de Manuela González? Les enquêteurs découvrent qu'elle a voulu escroquer Michel Garcia en lui promettant de lui vendre un lingot d'or pour seulement 80 000 francs
environ 12 000 €. Une affaire très juteuse pour le bijoutier qui sort son carnet de chèques sans se douter de l'arnaque. Car il ne verra jamais le lingot d'or. Semble-t-il après qu'ils aient eu des relations sexuelles dans une chambre tenante à la bijouterie. Ils ont pris un tasse de thé dans laquelle elle a reconnu avoir versé du thé Mesta. Immédiatement après, le bijoutier est tombé inanimé et elle a récupéré ce chèque de 80 000 francs ainsi que d'autres sommes d'argent. Lorsque Michel Garcia se réveille, 4 chèques ont disparu. Cette opération ratée montre que Manuela est prête à tout pour s'enrichir. Elle a été condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont la totalité avait été assortie du sursis en appel, compte tenu de sa personnalité. Manuela a donc été condamnée pour tentative d'escroquerie par empoisonnement à 2 ans de prison avec sursis. La justice s'est montrée clémente car Manuela a remboursé les chèques volés. Par ailleurs, elle est célibataire et vit avec sa fille à charge. Mais elle ne semble pas si célibataire que ça, car au moment du procès, Manuela vit déjà avec François Colazo, le propriétaire d'un bar de Brignoux, près de Grenoble. Quelques années plus tard, le nouveau compagnon de Manuela décède à son tour. Maria, la fille de François Colazo, raconte. Mais moi, je l'ai appris du jour au lendemain que mon père avait rencontré une femme dans son bar. Quelques années plus tôt, Manuela se présente au bar de François Colazo en quête d'un emploi en cuisine. Et ce qui n'est au départ qu'une relation professionnelle se transforme rapidement en véritable passion amoureuse. Dans mes yeux encore d'adolescent, il est vrai que je voyais mon père très très amoureux, ça se voyait que ce soit dans ses yeux, dans son comportement et tout. Et elle, au début, c'était, on va dire, pareil. C'est vrai que tout le monde pourra vous dire, ceux qui les connaissaient, qu'ils étaient heureux. Très épris de Manuela, François Colazo la couvre de cadeaux. Parce que c'est vrai qu'elle avait quand même pas mal de bijoux que mon père avait offerts, elle n'arrêtait pas de les montrer et tout, elle aimait bien montrer quand même ce qu'elle avait. Mon père lui avait offert un appartement sur Grenoble. Le couple est fusionnel. Mais selon Maria, sa relation à sa belle-mère se dégrade. On s'entendait bien au début, après bon, ça s'est dégradé par la suite parce qu'elle ne voulait pas spécialement que je vienne chez mon père. Maria juge sa belle-mère exclusive, supportant mal la présence d'une intruse dans son histoire d'amour. Une histoire d'amour qui se serait, elle aussi, dégradée rapidement. Elle n'avait pas les yeux qui brillaient comme mon père avait les yeux qui brillaient, on va dire. En 1989, François Colazo semble malheureux et lance des appels à l'aide. Mon père avait peur, il téléphonait constamment et il raccrochait. Pour dire, viens chercher tes meubles, viens vite chercher tout ce qu'il faut, viens prendre des choses, faut que je parte. Voilà ce qu'il disait. Et peur de qui? Ma peur de qui? Moi, la seule personne qui vivait avec lui, c'est Manuela, donc je pense qu'il avait peur d'elle. Maria n'aura pas le temps de venir récupérer les meubles de son père. Le 29 avril 1989, le 3e compagnon de Manuela González décède dans des circonstances étranges. Selon Manuela, il se serait enfermé dans son garage. Au volant de sa voiture, il aurait démarré le moteur et inhalé les gaz d'échappement pour se suicider. Le patron de bar chez qui elle vivait va se suicider, enfin en tout cas l'enquête conclura au suicide, il sera retrouvé inanimé, empoisonné au gaz d'échappement dans son garage. Mais pas plus que Nicolas, le fils de Daniel Cano 20 ans plus tard, la fille de François Colazo ne croira au suicide de son père. Mon père, comme je vous l'ai dit, moi il n'était pas suicidaire. Ça c'est certain, même à 1000%, c'est même plus du 100%. Si Maria est si catégorique, c'est parce qu'elle remarque plusieurs détails troublants au moment où elle découvre le corps de son père qui a été transporté dans une chambre. Ces éléments semblent contredire la version du suicide. Mon père allongé, les grands yeux ouverts, une trace noire dans la nuque. Bon, on a déjà à la base asphyxié, on s'endort. D'une, de deux, on n'a pas une trace noire à la nuque. Et ça, je l'ai toujours dit, je le dirai et je le redirai. Trace noire sur la nuque. François Colazo s'est-il blessé lui-même ou a-t-on tenté de l'assommer? Malheureusement, Maria ne connaîtra jamais la réponse sur l'origine de cette trace, car il n'y aura pas d'enquête. Malgré les 2 affaires qu'il y a eu avant, non, personne ne s'est jamais soucié de ce qui était arrivé à mon père. C'était une affaire classée. Voilà, j'ai essayé de la réouvrir à mes 18 ans.
Et on m'a dit que pour l'instant, je pouvais pas. Et puis en plus, ça allait me faire des frais, il fallait que je déterre le corps, et ci et ça. Maria n'oublie pas l'attitude suspecte de Manuela lorsqu'elle a découvert son père inanimé. J'étais effondrée. J'ai même raté l'école pratiquement un mois. Non, j'étais vraiment pas bien. Et Manuela a eu la sympathie de me dire de toute façon, je vois pas pourquoi tu pleures, je vois pas pourquoi tu as peur, t'aimais pas ton père. Comme ça. Oui, du style que j'en avais rien à foutre de mon père et que lui n'en avait rien à foutre de moi. Ce qui est totalement faux. Manuela aurait-elle provoqué la mort de François Collazo? Si c'est le cas, elle est passée à travers les mailles du filet. Dans ce cadre-là, elle n'a jamais été inquiétée ni même soupçonnée. 3 personnes dont on est très proche qui meurent ou frôlent la mort. Oui, effectivement, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Manuela González est-elle une veuve noire ou la victime innocente de terribles coïncidences? Comment et pourquoi les hommes qui partagent sa vie succombent-ils dans des conditions mystérieuses? Les proches des victimes auront-ils enfin une réponse à ces interrogations? Moi, je ne l'ai jamais vu prendre un somnifère ou quoi que ce soit. Manuela González vit une véritable série noire. 2 de ses compagnons sont morts. Le dernier, son mari, il s'appelait Daniel Cano, a été retrouvé carbonisé dans sa voiture. Des amants qui tombent dans le coma, des compagnons qui disparaissent, la presse surnomme Manuela la veuve noire de l'Isère. Il est vrai que la vie amoureuse de Manuela est pour le moins tragique. Gilbert Martoya, son premier mari, a frôlé la mort. Persuadé d'avoir été empoisonné, il a préféré la quitter. Plus tard, Michel Garcia, bijoutier, l'un de ses amants, est lui aussi tombé dans le coma. Mais cette fois, l'empoisonnement ne fait aucun doute et Manuela est condamnée par la justice à 2 ans de prison avec sursis pour tentative d'escroquerie par empoisonnement. Puis c'est au tour de François Collazo, son 3e compagnon, de décéder dans des conditions qui peuvent paraître étranges. Et la liste s'allonge. Fin 1990, elle rencontre Thierry Le Chevalier, 38 ans, qui vit alors séparé de sa femme. Le 6 avril 1991, quelques mois à peine après sa rencontre avec Manuela González, ce cadre de l'ANPE est retrouvé mort dans l'incendie de leur appartement. Les pompiers découvrent son corps allongé sur un matelas, entouré de bouteilles d'alcool. Manuela González joue-t-elle de malchance? S'agit-il une fois de plus d'un compagnon suicidaire? Non, répond Chantal, qui est encore sa femme légitime. D'après son médecin traitant, il n'était pas du tout dépressif ou quoi que ce soit. Hein. Puis moi, je ne l'ai jamais vu prendre un somnifère ou quoi que ce soit. Hein. Chantal affirme qu'à l'époque, Thierry Le Chevalier souhaitait revivre avec elle. Il lui aurait même promis de quitter au plus vite Manuela. Il était hyper heureux il attendait juillet. Qu'est-ce qui devait se passer en juillet? On devait se remettre, on devait reprendre la vie commune en fait. Pourquoi Thierry Le Chevalier aurait-il décidé de faire marche arrière? Pourquoi aurait-il subitement voulu quitter Manuela, si attirante quelques mois plus tôt? À en croire ses proches, le comportement de sa maîtresse lui aurait fait peur. Et puis jusqu'au jour où, le jeudi ou le vendredi, où il m'a dit vite je pars parce qu'elle me fait peur. Voilà, c'est les dernières paroles de Thierry. Pourquoi Thierry Le Chevalier aurait-il eu peur de Manuela González? Après sa mort, Chantal veut savoir. Elle récupère l'agenda de son mari et s'aperçoit que Thierry avait rendez-vous avec une avocate 10 jours après son décès inattendu. J'appelle l'avocate pour lui faire part de son décès. Elle me dit, je vous mets en relation de suite avec le procureur. L'avocate est tenue par le secret professionnel. Elle n'en dira pas plus. Mais elle juge la mort de son client suffisamment suspecte pour conseiller immédiatement à Chantal de déposer plainte. L'autopsie de Thierry Le Chevalier révèle que ce sont les vapeurs toxiques provoquées par l'incendie qui l'ont tué.
Et elle révèle aussi qu'il n'a pas consommé d'alcool, malgré les bouteilles présentes à côté de lui. Mais les analyses révèlent aussi la présence d'une dose massive de Temesta, un anxiolytique déjà présent dans l'affaire de l'escroquerie du bijoutier Michel Garcia. Autre point commun avec les affaires précédentes, l'appât du gain. Le jour de sa mort, en fait, de son décès, il a fait un prêt à la banque. Donc ça, je l'ai appris par son meilleur ami. Mais il lui a dit, j'ai peut-être fait une erreur. Je viens de prêter 25 000 francs à Manuela, en sachant que j'ai quand même des enfants. Mise en examen pour empoisonnement et assassinat, Manuela González est placée en détention provisoire à la prison de Chambéry. Mais Manuela a un alibi. À l'heure de l'incendie, elle se trouve chez Daniel Cano, son nouveau compagnon. Ce dernier est alors catégorique. Manuela n'a pas pu déclencher cet incendie puisqu'elle était avec lui. La justice ordonne donc un non-lieu le 22 septembre 1994 et met Manuela hors de cause pour la mort de Thierry Le Chevalier. S'il y a un non-lieu, je vois pas pourquoi je continuerai à satisfaire la curiosité malsaine des uns et des autres à propos de dossiers qui ont justifié qu'elle soit officiellement déclarée innocente. Elle l'était présumée, mais en plus là, elle a été blanchie. Le dossier est donc classé. Pour autant, à l'époque, la juge d'instruction est persuadée de la culpabilité de la belle espagnole. Mais faute de pouvoir le prouver, elle espère qu'elle commettra un jour une faute. Pendant des années, Manuela González n'a pas été inquiétée par la justice. Les hommes de sa vie meurent les uns après les autres jusqu'en 2008, où elle est soupçonnée d'avoir assassiné son mari. Et je me souviens des paroles de la juge d'instruction de l'époque qui m'avait dit on n'a pas assez de preuves, mais par contre, elle me dit il faudrait qu'elle recommence avant les 10 ans. Avant la prescription. La mort croisera encore une fois le chemin de Manuela. Daniel Cano décédera 17 ans plus tard. Hasard ou fatalité, il semble en effet risqué de nouer une liaison avec cette femme. 1983, Gilbert Martoya, son mari, tombe dans le coma pendant 3 mois. Mais il n'y a pas d'enquête et Manuela échappe aux poursuites. 1984, Michel Garcia, son amant bijoutier, est lui aussi victime d'une tentative d'empoisonnement. Manuela est condamnée à la prison avec sursis. 1989, François Colazo, son nouveau compagnon, meurt asphyxié dans sa voiture. L'enquête conclut au suicide. 1991, Thierry Le Chevalier, son nouvel amant, décède dans un incendie. Manuela est soupçonnée puis blanchie. 2008, c'est au tour de Daniel Cano, son dernier mari, de trouver la mort dans un incendie. C'est cette 5e affaire que nous allons maintenant vous raconter, qui l'a conduit en détention provisoire. Grâce aux 25 000 francs, 4 000 euros, prêtés par Thierry Le Chevalier avant sa mort, Manuela ouvre une auto-école à Brignoud. Les affaires tournent bien. À cette époque, Daniel Cano fait découvrir le jeu à Manuela. Ensemble, ils écument les casinos de la région et très vite, l'élève dépasse le maître. La voit souvent perdre beaucoup d'argent dans ces casinos. Voilà, il a le flambe. Pourquoi cette soudaine passion du jeu? Sans doute parce qu'elle permet à Manuela d'oublier son enfance modeste. Manuela vient d'une famille d'origine espagnole qui est arrivée en France pour travailler à la mine de la Mure. C'est une famille nombreuse, ils sont 7 frères et sœurs, plutôt modestes, voire très modestes. Mais en dehors de cette jeunesse, on sent que Manuela a très vite envie d'en sortir de ce petit hameau en bordure de la Motte d'Aveillan. Sans doute qu'il y avait une soif d'ascension sociale. Mais il y a un problème. Manuela ne supporte pas le manque d'argent. Elle ne sait pas se montrer raisonnable.
Alors, pour financer sa passion du jeu, elle met en place un trafic de permis de conduire dans son auto-école. Les gens venaient, payaient plus cher que pour la formation normale, avec des chances, disons, accrues d'obtenir le papier rose. Quasiment la garantie dans la mesure où elle était de mèche avec un inspecteur du permis de conduire. Ils achetaient leur permis. Et mon père l'avait déjà mis en garde. Il lui a dit attention, comment ça se passe, tu fais attention, tu mets en péril des fois ton école, attention, attention, attention. Elle n'a jamais rien voulu entendre jusqu'au jour où elle s'est fait attraper. Et voilà. Mon père lui a dit c'est bien fait pour toi. En mai 2005, la préfecture de l'Isère lui retire sa licence. 3 ans plus tard, elle est condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Elle doit aussi rembourser au fisc de fortes amendes. Sans emploi ni ressources, Manuela González est acculée. À partir de ce moment-là, tout bascule. Les gendarmes découvrent que pour continuer à flamber au casino, elle enchaîne les crédits à la consommation. Mais ça ne suffit pas. Alors pour s'en sortir, elle envisage une solution beaucoup plus radicale. Quelques semaines avant son décès, Daniel Cano découvre qu'elle a hypothéqué leur maison sans le prévenir. Un beau jour, une société de crédit l'appelle en lui disant écoutez monsieur Cano, il y a un problème de paiement pour votre crédit. Et là il tombe des nues, il lui dit mais écoutez, mais j'avais pas de crédit, qu'est-ce que vous me racontez? Ma maison est payée, ma voiture est payée, j'ai pas de crédit sur le dos. Et c'est là qu'il apprend qu'il y a un crédit qui a été contracté à son insu, un crédit de 165 000 € où là il y a une hypothèque de maison, etc. Et ça a été un déclenchement de grandes disputes dans le couple. Mon père forcément ne lui faisait plus confiance, il a même parlé de divorce. Enfin ça a été, ouais, il y a eu un grand électrochoc dans le couple. Si Daniel Cano ignorait l'existence de ce prêt, cela signifie que quelqu'un d'autre a signé le document à sa place. Une théorie que réfute fermement l'avocat de Manuela. Pour justifier l'accusation, on ne craint rien. On va jusqu'à soutenir que le notaire aurait eu devant lui M. Cano. Ben non, c'est pas M. Cano, c'est X, Y ou Z. Mais il est où ce X, Y ou Z? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aurait accompagné Mme Cano devant le notaire, que le notaire, connaissant M. Cano, n'aurait pas vu qu'il s'agissait d'un autre individu. Celui-ci serait arrivé avec un masque. Une chose est sûre, ce crédit hypothécaire de 165 000 € a bien été utilisé pour effacer tous les crédits en cours de Manuela González. Il est établi qu'elle a eu un moment des difficultés financières, que des prêts ont été contractés, qu'un seul et unique prêt a été à un autre moment contracté afin de prendre en charge la totalité des crédits en cours, et qu'aujourd'hui Manuela Cano n'a plus de crédit en cours. Autre certitude, dans l'entreprise de Daniel Cano, tous les employés bénéficient d'une assurance vie qui prévoit qu'en cas de décès, leur conjoint touche la somme de 100 000 €. Criblée de dettes, Manuela González a-t-elle pu tuer Daniel Cano pour empocher l'assurance vie de 100 000 € et effacer son crédit de 165 000 €? Elle a appris l'existence de cette assurance employeur-entreprise très longtemps après le décès de M. Cano. J'attends, moi, avec impatience qu'on me dise et on me démontre qu'est-ce qu'elle pouvait en attendre. C'est plutôt l'inverse, hein. Son mari est mort et elle se retrouve même libre dans le dénuement. De son côté, la partie civile affirme exactement le contraire. Il y a des éléments du dossier qui montrent de façon tout à fait certaine qu'elle était parfaitement au courant que cette assurance vie existait. Il est certain que Manuela Cano a pu trouver un intérêt, en tout cas financier, au décès de son mari. Quoi qu'il en soit, ces problèmes d'argent ont miné le couple. Désormais, Daniel Cano se méfie de sa femme. Quelques jours avant sa mort, il aurait même confié à son meilleur ami son souhait de divorcer. Quand il est venu chez moi un samedi matin, il m'a dit que ça n'allait pas avec Manu. Je lui ai dit, Daniel, dis-moi ce qui va pas. Et puis il se retourne, il me tape encore une fois sur le bras, il me dit, Jaco, je t'expliquerai, ça reste entre nous. Le samedi 4 octobre 2008, c'est la dernière fois que je voyais Daniel. Peu après la mort de son ami, Jaco commence à soupçonner ouvertement Manuela. Mais au lieu de s'effondrer, elle l'aurait menacé par téléphone. Il s'en souvient, il a même noté.
Tu dis à ta nièce Elodie que j'ai tué Daniel. Fais bien gaffe à ce que tu dis, hein, parce que moi je te crame. Fin avril 2010, après 18 mois d'enquête, la justice estime avoir suffisamment d'éléments pour la mettre en examen. Elle retient 2 chefs d'accusation, tentative d'assassinat pour l'incendie de la chambre de Daniel Cano et assassinat pour celui de sa voiture 1 mois plus tard. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Chambéry. Je dis que cette détention, c'est une atteinte, dans ce dossier, à la présomption d'innocence. L'autorité judiciaire, en l'occurrence, se fiche de la vérité. Ce qui compte, c'est le passé. 5 affaires étalées sur 30 ans. Gilbert Martoya, Michel Garcia, François Colazo, Thierry Le Chevalier et Daniel Cano. Les 2 premiers ont eu de la chance. Ils sont seulement tombés dans le coma. Par contre, les 3 suivants sont décédés dans des conditions suspectes, avec chaque fois un point commun. Ils partageaient à ce moment-là la vie de Manuela. Quand vous me demandez, on va refaire le match, les procès précédents, même ceux qu'on lui a pas fait, je dis oui, dis-nous, on va le faire. Mais je tenterai de l'interdire. Parce que c'est contraire au droit de la défense. Comment voulez-vous que je défende une femme ou un homme pour des faits pour lesquels elle n'est pas accusée? Comment je vais faire pour défendre, moi, Madame Cano, pour des faits qui sont soit prescrits, soit pour lesquels elle a été blanchie? Il faut que je ramène tous les témoins et même ceux qui n'existent plus? Que je refasse tous les procès? Mais c'est pas une semaine alors, c'est des années de procès qu'on va faire. Soit elle est victime d'un destin particulièrement tragique, soit elle a contribué à l'ensemble des événements qui ont jalonné son passé. Innocente, elle dit je suis innocente, je comprends pas, c'est tout, il n'y a pas de ligne de défense. Il y a juste une proclamation, une indignation quant à l'accusation et quant à la détention. Juridiquement, Manuela González ne sera jamais considérée comme une veuve noire par les tribunaux. Car les affaires Le Chevalier et Colazo sont prescrites. Maria Colazo et Chantal Le Chevalier n'auront jamais les réponses à leurs questions. C'est bête à dire, mais je veux dire, pour Thierry, on refera pas, on fera pas son procès. Mais pour moi, si elle est inculpée, Thierry, il ne se sera pas suicidé. Depuis avril 2010, Manuela González dort en prison. Il appartient désormais à la justice de décider si oui ou non, celle qui est surnommée la veuve noire de l'Isère, doit être jugée devant les assises de Grenoble. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site internet de TMC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.